vous la parole. Oui, merci de nous inviter, dit Simon, pour parler un peu de nos recherches sur le projet NeuroCovid-19. Je suis Simon Graham. Je suis un médecin en imagerie à résonance magnétique et Alison Schooler est chercheur également à Western Sciences également. Voilà. Ce projet a commencé il y a quelques mois. The first thing that I was, there we go. Sorry. Voilà donc la diapo. Bon, je m'embrouille un peu dans mes diapos, mais voilà. Il y a 2 mois, je me suis intéressé à la COVID-19 et à son incidence sur le cerveau au moyen d'un document archivé de gens de Wuhan en Chine qui avaient fait des études sur environ 2 milliers de gens hospitalisés et il semblait qu'il y ait eu un certain nombre de problèmes qui avaient eu des problèmes du système nerveux associés à la langue dans l'hôpital. Cela représentait de 30 à 40% des patients en situation grave et on peut voir certains de ces symptômes, perte de conscience, migraine. Et ensuite, il y avait des problèmes de symptômes périphériques du système nerveux, perte du sens du goût et de l'odorat. Donc, on se demandait qu'est-ce qui pouvait se produire dans le cerveau et quel était donc le problème, étant donné que c'est une pandémie mondiale, combien de Canadiens allaient être affectés par ces problèmes. La recherche a évolué rapidement. Voici donc une pré-impression d'une étude d'autopsie qui montre les mécanismes qui permettent à la COVID-19 de pénétrer le cerveau. C'est dans la cavité orale, ça peut accéder aux nerfs trigénétiques ou à attaquer le cerveau de par la cavité nasale et cela peut se retrouver donc dans le cerveau. Et ces autopsies montrent qu'une fraction des personnes avaient en fait le virus logé dans ces cavités. Donc, c'est une preuve assez manifeste que dans ce scénario, la COVID-19 peut s'attaquer au cerveau. Il y a une autre entrée possible par le système vasculaire. Donc, dans le système sanguin, plusieurs organes peuvent être touchés. Les intestins, les reins, le cœur, les poumons. Il y a donc des exemples de cela se produisant. On voit des rapports de cas des signaux inquiétants chez certains patients, donc des zones hémorragiques et on peut voir que les zones frontotemporales sont par exemple affectées dans le cas de ces diaposies. Ces dernières semaines, il y a eu un certain nombre de documents de recherche qui sont parus. On voit par exemple ici les effets subtils sur le cortex. Et là, on voit la plupart des gens qui sont issus d'un traitement au ventilateur. Et cela semble être assez dur sur le donc, il faut également dissocier le ventilateur du virus. Il y a également quelques articles sur ces rapports de cas. Certaines personnes disent, tout en haut, vous le verrez,
on dit dans la diapo, cela est un effet important qui doit être pris en considération au sein de la population. Et il y a également d'autres études qui disent que les effets constatés dans les hôpitaux ont été mal diagnostiqués et sont dus en fait au ventilateur. Mais je pense que l'autopsie est assez définitive. Mais en se fondant sur ces études de ce que nous avons vu dans la littérature, nous avons décidé de mettre au point notre propre étude que nous avons appelée NeuroCovid-19. Il y a un élément de recherche clinique. Donc, on prend des personnes qui ne sont plus infectées et on les a réparties en deux groupes. Le groupe admis dans les hôpitaux et le groupe qui s'est auto-isolé, un groupe de contrôle qui a passé par divers symptômes tels que le manque de souffle. Et ensuite, on a décidé de faire deux séries d'évaluations post-infection, séparées de 6 mois. Nous allons faire une série d'évaluations des IRM, sensations, cognition et électrophysiologie. Et là, à l'Institut de recherche Sunnybrook, nous avons donc diverses disciplines et ces disciplines sont intervenues dans l'étude. Je dois dire qu'il y a eu une composante de recherche préclinique sur des hamsters pour voir l'effet de la dose avec augmentation des doses. Cela signifie-t-il qu'il y a un effet plus grave sur le cerveau et un effet de la diète également sur les animaux ayant une diète normale, puis une diète et qui est mauvaise, une diète de cafétéria qui, en quelque sorte, détruit ou je ne devrais pas dire détruit, mais qui cause de l'inflammation des barrières du cerveau. Ensuite, on va étudier la microscopie du frontal et on va ensuite voir s'il y a du dextran qui sort des vaisseaux pour voir s'il y a des virus à l'extérieur de ces vaisseaux sanguins avec une histopathologie pour retrouver le virus lui-même. Voilà simplement un exemple des constatations d'imagerie effectuées. Et nous avons maintenant examiné un certain nombre de sujets. Et là, on voit des images anatomiques, des petits points qui sont probablement des lésions causées par la COVID-19. Nous avons des rapports, notamment sur cette personne, qui révèlent que ces ces lésions n'étaient pas présentes antérieurement. Nous avons donc des images séquentielles pour voir si cela cela concorde avec les données physiologiques. Ce sont toutes les diapos dont je dispose. Je pense qu'Alison va poursuivre pour parler des évaluations et des répercussions. Merci de m'avoir si bien préparé le terrain pour nous parler. Comme l'a dit Simon, cette personne avait des difficultés comportementales. Nous n'avons pas simplement demandé aux gens comment vous sentez-vous, quelles sont vos perceptions, quelle est votre quelles sont vos perceptions cognitives et ainsi de suite. Nous avons fait certains tests, dont certains tests virtuels sur l'odorat et le goût notamment.
Nous avions donc des tests objectifs plutôt que de simplement demander au sujet de nous dire ce qu'il ressentait. Nous faisions également une gamme de tests cognitifs et de tests de la vision, mais vous vous direz, pourquoi vous préoccupez de la vision? Je suis scientifique de vision par formation, j'ai donc certains préjugés, mais nous nous sommes tous dit que les lésions nerveuses que l'on voit dans certains cas révèlent que cela a des incidences sur la mémoire du fait de modification du processus de visionnement. Donc, on voit que dans les tâches perceptuelles, sur la vision ou sur l'ouïe, il peut également y avoir des problèmes qui peuvent avoir des répercussions sur la mémoire. Étant donné que nous faisons divers tests sur la vision, comme l'a dit Simon, certaines preuves semblent révéler qu'il y a des différences temporales et divers types de tests visuels qui ont des répercussions sur le traitement de l'information dans le cerveau. Nous essayons de voir ce que sont les réactions aux diverses tâches, aux divers processus d'action cervicale. Nous essayons donc de voir si les diverses images ayant une certaine lésion, et si cela a des répercussions sur les comportements. En même temps que nous faisons ces tests, ont des EEG, mais c'est difficile au moment de la COVID. Normalement, lorsqu'on fait des EEG dans un laboratoire, on reçoit un système, nous avons un système de 128 canaux, de 64 canaux qui est nettoyé d'une personne à l'autre, mais nous avons un système de EEG portable qui fonctionne un peu comme un casque visuel qui n'a que 4 électrodes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière de l'oreille. On voit certaines électrodes ici. Ensuite, nous avons les électrodes à l'arrière et qui sont enfouies là-dedans. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il est hautement portable. Étant donné que nous ne pourrons pas amener ces gens à l'institut de recherche, où nous pouvons prendre beaucoup de précautions pour protéger la santé de nos patients. Nous faisons beaucoup d'expériences à Sunnybrook. Il n'était pas possible de les amener à cet établissement. Nous sommes donc servis de ces casques en collaboration avec une compagnie qui s'appelle Interoxon, qui a mis au point cet appareil. Et cela permet d'avoir des systèmes de EEG, y compris des ERP, y compris des fréquences d'analyse adéquates. Et il est très facile de nettoyer cet appareil. Il est portable et il est nettoyable. Donc, certains des travaux antérieurs que nous avons faits ont révélé que la combinaison de réponses de comportement et de réponses EEG à diverses tâches peuvent être analysées. Et nous avons, avec un certain succès, montré une association avec des troubles cognitifs. Donc, c'est peut-être des tests cognitifs assez complexes lorsqu'on combine les comportements avec les résultats de EEG. Ça peut donc révéler certaines choses. Et dans le suivi au bout de 6 mois, nous pourrons peut-être prédire plus facilement qui est à risque et qui ne l'est pas. Nous voulons également faire une pleine évaluation des statuts émotionnels. Cela est en cours de réalisation également au moyen d'une série d'outils et de mesures cognitives normalisées. Nous prenons également un EEG de référence
pour voir ce que cela aura comme répercussion. Ce n'est pas une expédition de pêche. Nous avons des raisons d'avoir inclus tous les tests que nous avons prévus et nous prévoyons la littérature naissante donc que nous recueillons à Sunnybrook pour préparer les protocoles de recherche. Et nous voyons de plus en plus de preuves qui vont dans le sens de nos principes de recherche. Simon et moi avons travaillé avec des partenaires de partout au Canada et nous partageons cela avec tous les participants au site de la CanCovid. Et nous avons donc divers participants au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Nous pensons que cela est assez important et nous pensons que personne n'aura toutes les dispositions nécessaires ou les dispositifs nécessaires pour effectuer l'étude sur place dans chaque administration. Donc, d'une certaine part, nous tenons que si cela se produit, si la COVID a des répercussions de type mini attaque, cela peut avoir des répercussions à long terme. Donc, si on voit si cela peut avoir une incidence sur une partie du, du cerveau qui peut avoir ensuite des répercussions sur l'appareil respiratoire, c'est bon à savoir. Ou si les défis visuels sont un précurseur de quelque chose de plus grave, on pourrait avoir un autre outil de dépistage. Vous penserez peut-être que ce que nous faisons n'est peut-être pas aussi urgent que quiconque est en train d'établir un vaccin ou des médicaments de traitement. Cela peut quand même avoir des répercussions sur la phase suivante qui pourrait survenir dans quelques mois. Donc, nous faisons des tests aussi vastes que possible. Nous avons les tests de Sunnybrook et nous avons plusieurs autres sites de tests qui ont été identifiés, mais nous essayons de faire des tests dans des collectivités autochtones, dans des collectivités éloignées, des groupes de gens qui n'ont pas de grands centres de tests et qui sont loin de Toronto, Montréal. Nous voulons avoir ainsi des unités de tests mobiles qui pourront se déplacer sur le terrain pour avoir un échantillonnage beaucoup plus vaste. Si Simon, moi-même et tous nos collaborateurs sont en train d'envisager de nous rendre en divers endroits. Ce ne sont pas tous les sites qui pourront faire tout exactement de la même façon. Certains des établissements de Sunnybrook ou des dispositifs de Sunnybrook ne seront pas disponibles ailleurs. Et il n'y a pas, par exemple, de certains dispositifs à Sunnybrook alors qu'ils existent à Western. Et nous allons pouvoir ainsi poser des questions plus ciblées. Et une dernière chose que je tiens à dire, c'est que tout récemment, comme vous l'avez constaté peut-être, on essaye de rassembler les neuroscientifiques du Canada avec l'appui des instituts de recherche en santé. Et cela nous permet en quelque sorte d'établir ou de consolider ce lien entre les neuroscientifiques. Je crois que nous voulons donc maintenant passer aux questions. Oui, merci, c'était complètement fascinant. Il y a déjà des questions. Pourquoi avez-vous choisi les post-infections et 6 mois plus tard? Qu'est-ce qui justifie cela? Je peux commencer pour répondre. L'étude a posteriori de 6 mois
est survenu parce qu'à l'origine, nous voulions avoir des données très rapidement pour avoir l'incidence la plus importante, la plus sérieuse. Il ne nous est pas possible, honnêtement, en raison des possibilités de financement qui étaient soulevées. Si vous n'aviez pas quelque chose à prévoir pour l'année à venir, vous n'étiez même pas admissible. Il s'agissait de commencer avec 6 mois et de poursuivre plus tard. Dans le cas du SRAS, il y a eu des exemples anecdotiques de gens qui, des années plus tard, avaient des déficits cognitifs dus au SRAS. Donc, nous espérons de le faire. Pourquoi post-infection? Pour des raisons pratiques, nous aimerions élargir cela et faire des tests pendant l'infection, mais simplement régler les problèmes de la post-infection s'est révélé difficile. Alors, imaginez un peu durant l'infection. Simon veut More I could say, but dire à son tour. Écoutez, je préfère attendre d'autres questions. Vous avez parlé de gens qui avaient été assujettis à un ventilateur et qui avaient des effets compliqués. Je vais laisser Alison répondre. Ou je vais répondre plutôt. Nous avions 2 groupes différents de patients positifs à la COVID, de gens antérieurement infectés par la COVID, certaines des personnes hospitalisées et des personnes non hospitalisées. Les hospitalisés au sein de ce groupe, certains vont aller en situation de soins d'urgence et nous pensons qu'ils auront plus d'effets sur leur cerveau. Nous avons également eu des problèmes d'imagerie. Nous espérons, en combinaison l'image cerveau et les images pulmonaires et le dialogue avec certaines personnes, d'établir plus clairement les raisons. Est-ce que vous faites des essais sur les troubles de motricité? Nous ne le faisons pas tout de suite. Nous avions tellement d'éléments à prendre en compte. Le protocole de balayage, plus le système de, des divers éléments de senseurs, des sensors. Donc, cela nécessite, je sais qu'il y a d'autres façons de le faire, mais nous avons les grandes cartes qui montrent comment on agit sur divers points de pression. Comme nous n'avons pas pu faire le test sur notre site, il y a des approches plus fondamentales qu'on pourrait adopter si les gens s'intéressent à participer. Nous nous intéressons à voir ce qui intéresserait la collectivité pour élargir le protocole. Parce que nous en sommes encore au balbutiement, nous pouvons ajouter des choses ou retirer des choses selon les besoins, mais en fonction des dommages au cerveau qui se révèlent, et en songeant au système non traditionnel, notamment chez les adultes plus âgés. Ils peuvent ne pas avoir de rhume ni de fièvre, mais le premier symptôme, c'est qu'ils tombent, par exemple, qu'ils chutent, et ce qui est révélateur de troubles neurologiques. Alors, les adultes, donc Julia, il y a également un groupe de contrôle qui, pour les personnes qui ne sont pas liées à la COVID de Simon, je vais vous laisser répondre. Oui, nous n'avons pas vraiment envisagé cela pour l'instant. Je comprends là la préoccupation. Donc, un long séjour à l'hôpital peut avoir un effet sur le cerveau également, éventuellement. Mais en fait, Alison, je vais vous renvoyer cela. Qu'en pensez-vous vous-même? Avons-nous besoin d'un autre groupe de contrôle? Réponse d'Alison.
si nous nous retrouvons avec suffisamment de gens dans notre groupe de personnes rétablies de la COVID, nous pourrions avoir un groupe de contrôle supplémentaire. Mais beaucoup de gens ayant beaucoup passé de gens sous ventilation sont les personnes que nous visons. Oui, un autre aspect pratique, dit Simon, c'est que plus il y a des groupes de contrôle, plus il faut trouver plus de gens, ce qui signifie qu'il faut dépenser plus d'argent. Or, nous travaillons avec un budget très mince et il nous faut donc établir des priorités pour l'utilisation des fonds et des participants pour avoir des données pilotes qui nous permettraient d'obtenir une autre subvention. Ultimement, ce que nous voudrions faire, c'est faire le plus grand nombre de tests possibles auprès du plus grand nombre de gens possible. Il y a des nombreux facteurs à prendre en ligne de compte, outre les mesures que nous prenons, le mode de vie, les facteurs de risque cardiaque. Nous voulons voir s'il y a une relation avec ce type de facteurs. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous contrôlez des choses telles que la pollution atmosphérique? Nous ne faisons pas d'évaluation sur la consommation de tabac, par exemple, ou le tabagisme, mais s'il y a demande, nous serons ravis de tenir cela. Nous pouvons savoir que là où les gens vivent par code postal, où nous pouvons avoir un certain nombre de personnes échantillonnées, connaître également leur milieu de travail. Tout cela peut se faire a posteriori, mais nous aimerions également que les neuroscientifiques spécialisés plutôt en sciences atmosphériques interviennent également. Nous faisons les tests sur le côté cognitif et émotionnel à distance, mais nous pourrions également ajouter cet autre élément. On pourrait faire cela, si cela est intéressant, on pourrait le faire et nous tâcherons de le faire le plus rapidement possible. Merci, Michael. Catherine demande par pistage de contact, est-ce qu'on peut avoir une idée des de base écoutez, à mesure où la technologie passe en ligne, nous allons peut-être le faire. Nous allons faire un Zoom, peut-être des personnes qui étaient en situation de COVID négative lors de leur admission et qui l'ont attrapé ultérieurement. Et Jeanne demande, allez-vous échantillonner, allez recueillir des échantillons sanguins? Euh, oui, nous allons le faire. En fait, ce n'est pas notre principal objectif, mais nous recueillons des échantillons sanguins qui pourraient nous servir d'analyse et de marqueur en fait de l'analyse. Et Jennifer et moi-même avons prévu cela pour l'unité de test mobile, dit Allison. Nous avons un système d'IRM mobile que nous pouvons amener ou apporter d'un endroit à l'autre et nous pouvons également avoir un laboratoire complet où on peut faire pas uniquement des mesures comportementales et, et divers éléments. La logistique de cela est un peu compliquée, mais c'est une idée très intéressante. L'idée, ce serait que les échantillons servent à beaucoup d'autres études. Oui, c'est très intéressant. Bon, une dernière question, puisque nous commençons à manquer de temps. Est-ce que vous faites le pistage
post-Covid, diverses personnes ont de la difficulté à reprendre des activités telles que les activités sportives. Oui, c'est un élément très important à pister. On peut avoir une fatigue physique après s'être rétabli du virus, mais il y a également la possibilité que ce soit une fatigue mentale, que vous avez peut-être un problème d'énergisation du cerveau, que vous n'arrivez pas à vous lever pour faire des choses. Donc, cela nous intéresse également pour voir, oui, même des choses telles que les déficits sensoriels. Toutes les personnes qui ont déjà eu cette maladie, telles que mon beau-frère, se rétablissent et même les symptômes touchant le goût et l'odorat semblent durer des mois. Donc, cela n'est pas généralisé, mais c'est plutôt l'odorat et le goût de certaines choses en particulier. Donc, cela semble révéler euh, euh, non pas un mécanisme physiologique général, mais une particularité du cerveau et nous espérons que des suivis à plus long terme nous permettront de le déceler. Cela semble tout à fait fascinant. J'attends les résultats de vos études et du laboratoire mobile également au Canada. Merci beaucoup, Dr. Graham et Dr. Secular, et merci et à la prochaine. Au revoir.